pourquoi parfois nous n'arrivons pas à gérer les conflits, que ce soit à la maison, avec notre tribu, avec le N+1, les collègues? Comment ça marche? Alors, dans ce qu'on se dit, dans la gestion des conflits au quotidien, il y a une séparation qu'on peut faire entre la maison et puis la sphère un peu plus professionnelle. En négociation, ce que nous partagent les négociateurs professionnels qui vivent au quotidien, c'est que la base de la négociation, c'est la relation. Pour créer de la relation avec quelqu'un, être capable d'être en interaction et échanger, il faut que j'ai un lien, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Pour arriver à mettre en place ce lien, je dois passer par ce qu'on appelle de l'empathie. C'est-à-dire, je suis capable de comprendre où l'autre en est dans ses émotions sans pour autant les ressentir à sa place. Sinon, je suis dans de la sympathie. Et quand je suis dans de la sympathie, ma lucidité, ma clairvoyance sur le sujet, elle est brouillée. Donc, c'est propice à de l'embrasement émotionnel, etc. Quand j'arrive à construire une relation d'empathie, je suis capable de comprendre où l'autre en est dans ses émotions, qu'est-ce qui va agir sur lui, qu'est-ce qui est en train de se passer pour finalement, sans forcément cautionner ce qu'il est en train de vivre, mais en tout cas être capable de comprendre où il en est et surtout accepter son émotion. L'émotion, ça c'est ce qu'on apprend vraiment dans les modules dédiés à ADN Kids. C'est une approche scientifique, hein. C'est Paul Ekman qui est un grand psychologue américain qui a travaillé là-dessus. Les 7 émotions universelles sont légitimes. Il y a un fonctionnement qui est idiosyncrasique, c'est-à-dire c'est ancré en nous. C'est un héritage qu'on a de la part de nos ancêtres préhistoriques. Il y a une fonction de survie aux émotions. Donc concrètement, ça veut dire qu'une émotion, elle est irrésistible. Parce que c'est votre organisme, c'est votre cerveau, votre amygdale qui déclenche ce processus qui est un processus de protection. Pourquoi j'ai peur si je dois traverser une rue? Parce que si je n'avais pas peur, mon espérance de vie, ça serait à peu près 4 minutes. Et quand j'ai compris que cette émotion, elle est irrésistible et qu'elle est légitime, je comprends que quand l'autre est en colère, si je lui dis calme-toi, je rejette son émotion, donc il se sent renié dans ce qu'il est en train de vivre alors qu'elle est pleinement légitime pour lui. C'est très important de bien faire la différence entre la légitimité de ce que l'autre peut ressentir et l'acceptation ou la caution. On peut cautionner, on peut accepter la colère de quelqu'un, on n'accepte pas pour autant la violence, le fait de tout casser, le fait de hurler. C'est deux parties qui sont très différentes. Pour revenir à la question de démarrage, quand on est avec nos enfants, on aime par-dessus tout, avec lesquels on vit, on est dans une relation qui est très forte, teintée d'un affect évidemment qui est très fort aussi. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'empathie, c'est-à-dire la caractéristique d'une relation qui va nous permettre d'échanger, mais on est dans la sympathie. Quand ma petite pleure toutes les larmes de son corps parce qu'elle est triste ou frustrée, évidemment que je suis triste ou frustrée à sa place. Donc ma lucidité, elle est brouillée et c'est évidemment naturel. C'est ce qui explique qu'avec nos enfants, c'est toujours plus difficile de porter des négociations de manière séquencée et rationnelle. Laurent Combalbert, qui est un des fondateurs d'ADN, raconte souvent comme anecdote que dans sa carrière, il a négocié avec les FARC, avec beaucoup de retranchés, de forcenés, et qu'en fait, il a 4 enfants à la maison et que les négociations ne sont jamais aussi difficiles qu'avec ses 4 enfants à la maison. Évidemment, c'est teinté de cette dimension d'affect. Pour la partie négociation au bureau, vous parliez du N+1, on peut soit imaginer qu'on a une relation pareille de proximité qui nous fait basculer dans de la sympathie, et du coup, on retrouve ces mêmes écueils finalement où notre lucidité est brouillée. En général, on est plutôt sur finalement, dans les anicroches qu'on peut trouver à une négociation au quotidien au boulot, soit sur le fait qu'on ne considère pas ce que l'autre vit de manière légitime, on est dans l'interprétation, ou alors on est sur des phases de négociables et de non négociables qui ne sont pas clairement définies. Donc concrètement, si pour vous intérieurement, votre non négociable, c'est de partir du boulot à 19h parce que vous avez une activité associative importante pour vous, des enfants, etc., et qu'on vient sur ce terrain-là, mais que ce n'est pas clairement exprimé, que c'est du non négociable, on va toujours être dans cet entre-deux et finalement, vous êtes dans une situation bancale qui fait que vous êtes mal à l'aise, vous n'arrivez pas à verbaliser les choses, ça génère des émotions négatives parce que délétères, c'est-à-dire que de l'émotion légitime du début, on ne l'a pas verbalisée, on ne l'a pas purgée, donc on bascule dans quelque chose qui est dégradé. Typiquement, quand je suis en colère, la colère, c'est sain. Hein. La colère, à la base, c'est quand je me fais envahir. Quand on envahit mon précaré, je réagis par de la colère pour préserver ma zone vitale. Quand je n'exprime pas de la colère et que ça se dégrade, je passe en mode fureur et c'est moi qui vais envahir le précaré des autres.
Et ça fait du mal aux autres et ça me fait du mal à moi. Et on retrouve sur chacune de ces émotions le penchant de l'émotion dégradée qui, à chaque fois, a le point commun d'être délétère pour celui qui la ressent et celui qui est autour et qui la reçoit. Juste une petite anecdote sur les émotions. Imaginez quand vous perdez votre bagage. Vous arrivez d'un long voyage en avion, vous avez fait 23 heures de vol, vous avez perdu votre bagage, vous êtes en colère. Quand vous arrivez au comptoir pour crier que vous n'êtes pas content, et c'est normal que vous ne soyez pas content, et qu'on vous gueule dessus en expliquant « restez calme », etc., ça embrase encore plus. Pourquoi ? Vous vous sentez renié dans ce que vous êtes en train de vivre alors que c'est foncièrement légitime. Et en fait, un petit enfant qui va exprimer de la frustration, de la colère pour un tas de raisons qui lui appartiennent, quand on le rembarre comme ça, tu te tais, arrête de pleurer, tu te calmes, c'est foncièrement le truc à pas dire, sauf si on veut mettre le feu aux poudres. Tu as un petit mot de la fin, une petite conclusion? En fait, on va avoir aux éditions Mango un kit qui va sortir à la rentrée qui s'appelle 30 outils pour aider son enfant à gérer les situations de conflit et faire face à la violence. Et on va avoir aussi à la rentrée aux éditions ESF un ouvrage qui va s'appeler Petit mais costaud. Et alors là, c'est vraiment quelque chose que j'ai coécrit avec Laurent Combalbert et Marwan Méry et une philosophie que j'aime beaucoup qui est le prolongement de ce qu'on fait sur ADN Kids, puisque personne ne peut savoir de quoi le monde sera fait en 2030 ou 2045. En revanche, on sait que si on développe les ressources de nos petits sur la confiance, l'optimisme, le collectif, ils pourront faire face à tout ce qui se présentera.